Le plaisir de recevoir M. Bassirou Diomaye Faye, il est membre des PASTEF. M. Faye, bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence par vous, M. Faye. Vous avez entendu le Premier ministre pendant presque toute une journée. Il a parlé. Alors, vous vous trouvez dans le Sénégal qu'il a décrit l'autre jour? Non, manifestement pas. Je pense déjà que l'échec n'est pas seulement dans la description du Sénégal, mais plutôt dans le format même de la DPG. Par contre, avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord vous remercier par rapport à l'invitation, saluer mon co-débatteur et l'ensemble de vos téléspectateurs. Je disais tantôt, si on note bien, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne en est à sa deuxième déclaration de politique générale. La première ayant été faite en novembre 2014, donc ça fait à peine 3 ans. Alors, revenir déjà par rapport à ce que doit être une déclaration de politique générale et faire 3 heures de temps en mobilisant tout le gouvernement, toute l'Assemblée nationale, rend compte du manque d'ambition de ce gouvernement-là par rapport au Sénégal. Je pense déjà que la déclaration de politique générale du Premier ministre a été un hors-sujet. Parce que dans le cadre d'une déclaration de politique générale, ce qu'on est censé faire, c'est de décliner une vision et de fixer un cap stratégique. Dire voilà comment je vois le Sénégal, voilà l'horizon temporel dans lequel je voudrais que le Sénégal soit ce qui est conforme à cette vision-là. Et de ce point de vue-là, on a malheureusement assisté à un échec total parce que le Premier ministre a pris tout son temps pour faire une compilation des résultats hypothétiques d'ailleurs, sur lesquels on a beaucoup de doutes parce que les chiffres sont tout le temps trafiqués, de ministère par ministère. Une déclaration de politique générale n'est pas une agglutination de réalisations qu'on aurait fait ministère par ministère. C'est pour ça qu'il est passé tout à fait à côté. Et quand nous avons pris le soin de l'interpeller sur les questions fondamentales, il n'a pas su répondre. Il n'a pas su répondre. Il s'agissait pour nous, pour le Premier ministre, de nous dire quelle est sa vision du Sénégal sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance, sur le plan démocratique, sur le plan des secteurs clés de l'économie, à savoir l'agriculture, à savoir les infrastructures, à savoir la transformation de l'économie, à savoir la monnaie et à savoir la signature des accords de partenariat économique. Voilà là où on attendait le Premier ministre. Malheureusement, il n'a pas eu le courage, avec les interpellations, de répondre aux questions qui ont été posées par rapport à ces axes stratégiques-là sur lesquels il devait vraiment élucider nos compatriotes à travers la représentation nationale. Merci. Nous reviendrons d'ailleurs au cours du débat dans le fond. Sirou a soulevé beaucoup de questions ce jour-là. D'ailleurs, le Premier ministre l'invite à prendre un café pour lui quand même, quand il a soulevé le problème de la dette, le Premier ministre lui demande d'apporter des preuves. Est-ce que parfois votre leader n'en fait pas trop aussi? Non, moi je pense que cet épisode rend compte de l'irresponsabilité de M. le Premier ministre. Je suis désolé. Le peuple a le droit d'être informé par rapport à ce qui se fait, par rapport à l'usage même du mandat qu'il a confié à ce régime-là. Et je voudrais déjà rebondir sur ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit qu'ils sont venus confirmer ce qu'ils avaient dit en 2014. Je prends juste 3 éléments. Le premier élément, c'est que si vous regardez dans la déclaration de patrimoine de 2014, le Premier ministre disait que le président de la République a donné une leçon à l'élite politique africaine en décidant de réduire son mandat et que cet acte resterait dans les annales de l'histoire. À l'arrivée, faux. Dans la même déclaration de patrimoine 2014, il disait que avec le PRACAS, les DAC et d'autres programmes, on va atteindre une production de riz paddy de 1 600 000 tonnes et on arrivera à une autosuffisance en riz en 2017. On est aujourd'hui le 8 décembre 2017. Le riz, on n'est pas autosuffisant en riz. Deuxième constat, échec. Troisième constat, il avait annoncé qu'il bâtirait son programme politique en s'appuyant sur le socle de la jeunesse de notre pays. Je pense qu'il est au courant que nos jeunes sont vendus en Libye en tant qu'esclaves. Donc on ne peut pas me parler de confirmation par rapport à une vision qui a été déclinée, sauf si c'était une vision à la limite chaotique, calamiteuse et apocalyptique. Si j'en reviens
maintenant aux questions que Ousmane Sonko a posées. Je parlais tout à l'heure d'irresponsabilité de monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre, il est nommé. Si monsieur le Président de la République, Macky Sall, s'est réveillé aujourd'hui du mauvais pied ou de mauvaise humeur, il signe juste un papier et le Premier ministre, il est dégommé. Par contre, les députés sont élus au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, au même titre que monsieur le Président de la République. Et pour représenter le peuple. Parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une souveraineté populaire directe. On est dans une souveraineté populaire par représentation interposée des députés. Donc les députés sont l'œil du peuple, sont les oreilles du peuple. C'est pourquoi en ce moment même où on parle, depuis plus d'un mois, on est dans le cadre d'un marathon budgétaire. Parce que les députés doivent regarder où va l'argent du pays. On en arrive à faire des réalisations. Un terre nous a-t-on dit. Le président de la République, lors du lancement, a annoncé que le coût du terre est de 568 milliards. Sonko, il parle de 1200 milliards. Le ministre délégué chargé du réseau ferroviaire, Abdou Ndéné Sall, a clamé urbi et orbi partout les mêmes chiffres. Nous ne sommes pas les officiels, c'est eux le gouvernement. Devant l'Assemblée nationale, devant le peuple, on les a interpellés directement pour leur dire que le montant que vous avez annoncé, vous, en tant que gouvernement, en induisant dans la même trajectoire de montant, monsieur le Président de la République, est un montant qui ne correspond pas à la réalité des chiffres. Et nous avons les moyens de le prouver. Est-ce que vous avez entendu un démenti de la part du Premier ministre? Non. Ce qu'il a dit, c'est que oui, je vous invite autour d'un café. Nous, on ne va pas autour d'un café. Les affaires publiques se traitent sur la place publique. Et quand je parle de la place publique ici, parce que nous sommes dans une république, c'est-à-dire la gestion de la chose publique, c'est l'Assemblée nationale le lieu le mieux indiqué. S'ils ne respectent pas le peuple, s'ils ne respectent pas la représentation nationale au point d'esquiver des questions cruciales, parce que c'est une dette énorme qui engage des générations et des générations, s'ils ne respectent pas la représentation nationale ou le peuple, de sorte à devoir déporter les questions qui doivent être débattues là où il sied de les débattre pour les reporter dans un café, nous ne sommes pas dans ce degré d'irresponsabilité-là et ce degré d'irrespect par rapport au peuple sénégalais. Le défi est là. S'ils contestent les chiffres, comme nous l'avions fait lors du pétrole, nous les appelons à un débat. Les factures là qu'il dit de tenir et les contrats que nous disons de tenir, on n'a qu'à se retrouver autour d'un plateau. Quels que soient les organes, quels que soient les médias, quels que soient les journalistes, nous, petite partie de l'opposition, nous sommes prêts. Nous défions le gouvernement. Et s'ils nous confondent, parce que c'est lui qui menaçait en parlant de diffusion de fausses nouvelles, mais ils n'ont qu'à enclencher les procédures nécessaires. C'est tout. Justement, Émile, l'autre jour, on a sur le format de la déclaration de politique générale, parce que là, on ne peut pas passer, en tout cas, on ne peut pas passer en revue tout ce qui a été dit pendant 3 heures ou 4 heures de temps. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de changer le format? Parce que là, on voit que la majorité se tape peut-être quelque chose comme 50 minutes, là où l'opposition se contente de quelques secondes. Oui, en fait, il y a une certaine dictature qui ne dit pas son nom. C'est vrai. C'est la dictature de la majorité. Il est vrai aussi que puisqu'ils sont majoritaires, on ne peut pas avoir le même temps de parole. Mais au moins, dans le cours d'une législature, on a le temps d'écrire des questions, de les poser au gouvernement, de faire des questions orales. Donc, il y a un temps d'expression. Si aujourd'hui les gens considèrent que le temps est petit, c'est parce qu'il y a des voix qu'ils entendent de l'opposition et qu'ils voudraient laisser développer leurs arguments. Ça, moi je pense que c'est une sorte de pincement au cœur que les Sénégalais ont de voir quelqu'un qui développe quelque chose qui les intéresse et qu'ils doivent être arrêtés. Mais je reviens plutôt à la dette, parce que vous avez posé le problème de la dette et malheureusement, on n'y a pas répondu. Ce n'est pas la personne de Ousmane Sonko l'objet du débat. Je suis désolé. Ousmane Sonko, quand il parle au niveau de l'hémicycle, il parle au nom de toute la nation sénégalaise. Parce qu'en ce moment, les députés se sont fondus. Dans la représentation, ils ne représentent pas tel citoyen qui a voté pour eux ou tel autre citoyen qui a voté pour eux. C'est comme si le président de la République est élu, il devient le président de tous les Sénégalais, y compris ceux qui l'ont combattu en battant campagne ou en votant pour un autre. Mais quand on vous dit, par rapport au franc CFA, on vous dit que le franc CFA est une monnaie qui nous rend non compétitive. Parce que ce que le gouvernement a fait
en termes de choix économiques, c'est d'essayer d'aller vers une substitution des importations par les exportations. Et ce n'est pas une bonne solution de transformation structurelle de l'économie. Pourquoi? Parce que le modèle qui est bon en termes d'exportation, c'est le modèle que les Américains disent: on a produit, on a transformé et on a vendu. Là, il y a de la valeur ajoutée qui est créée. Et le président Ousmane Sonko leur a fait comprendre ça. Il leur a dit: votre modèle économique n'est pas bon. Les produits que vous exportez, c'est des produits bruts qui nous reviennent transformés et qui coûtent beaucoup plus cher. Parce que vous exportez des produits, des minéraux, vous exportez des produits agricoles bruts et vous exportez des produits horticoles ou des produits de la pêche. Et rien n'est transformé ici. Donc on ne crée pas de la valeur ajoutée. Si on vous dit que vous faites un choix qui substitue les exportations aux importations et que vous avez une monnaie qui est surévaluée, parce que le franc CFA est surévalué. La Chine a une monnaie qui est extrêmement puissante, mais la Chine a dit que je suis un pays sous-développé. Parce que la Chine, comme vous le savez bien, exporte plus que n'importe quel pays aujourd'hui. Mais ils ont intérêt à ce que leur monnaie soit faible pour que les marchandises puissent sortir de la Chine et que les devises puissent entrer. Nous, on l'a fait avec une monnaie qui est surévaluée. On vous dit que cette monnaie-là, elle est surévaluée devant la représentation nationale qui est là, mieux habilitée pour en discuter. Vous dites que non, c'est des questions de souveraineté, on n'en parle pas n'importe où. Mais l'Assemblée nationale, c'est n'importe où. Non, je suis désolé, ce n'est pas n'importe où. Par rapport à la dette, le FMI a alerté, la Banque mondiale a alerté. Malheureusement, ils s'entêtent en disant qu'on peut payer, donc on peut s'endetter. Mais le problème, c'est que quand vous vous endettez, quand la dette croît de 23%, les recettes fiscales croissent de 10%. Ça signifie que les ressources souveraines sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour payer votre dette ne sont pas produits au même rythme que la dette croît. C'est pour ça que dire qu'on n'a pas atteint le taux de convergence de l'UEMOA qui est de 70% alors que vous n'avez pas une économie stable, c'est une erreur. Parce qu'il suffit d'une pluviométrie basse qui ne dépend pas de nous, qui dépend que du bon Dieu, pour qu'on ait une perte de points par rapport au taux de croissance. En ce moment-là, il y a lieu de faire attention. La deuxième chose, c'est qu'on laisse beaucoup de recettes souveraines à côté et on va s'endetter. Ça signifie que si on faisait le nécessaire au niveau interne, on passerait vers une substitution de l'endettement extérieur par rapport aux ressources souveraines. Et on en est arrivé à une situation sur laquelle aussi le président Ousmane Sonko a alerté sans réponse. C'est qu'il y a ce qu'aujourd'hui, il leur a dit depuis 4 mois, vous n'exécutez plus le budget. Depuis 4 mois, vous n'exécutez plus le budget. Vous faites recours à des autorisations budgétaires pour exécuter les dépenses, ce qui est très dangereux. Vous faites recours à des décrets d'avance. Les décrets d'avance, c'est quoi? C'est des autorisations budgétaires qui doivent couvrir des dépenses urgentes et imprévues. Mais quand vous avez des contractuels, vous savez que vous devez les payer. Le bac, on sait que la correction du bac doit être payée chaque année. Qu'il ne paye pas les autorisations, qu'il prévoit ces dépenses-là et que ces dépenses-là ne soient pas couvertes, mais ça signifie qu'on a un problème. L'économie au Sénégal va mal. Et les fonctionnaires aujourd'hui, au mois de novembre, le savent, ils ont été ponctionnés. Ce n'est pas que les enseignants. Moi, j'ai été ponctionné. Mon salaire a été ponctionné. Pourquoi? Parce que le ministère de l'économie et des finances est en train de voler sur les salaires pour pouvoir combler jusqu'en fin d'année. Et quand pour finir, quand ils nous font un budget qui croît de 343 milliards, alors qu'aujourd'hui, au 28 novembre, le budget de l'année dernière, ils n'ont même pas été en mesure de réunir les prévisions de recettes. On est à un gap de 128 milliards. Ça signifie que si tu dis, pour le budget prochain, en référence à ce budget-là, il faut ajouter 343 milliards, ce n'est pas 343 milliards, mais il faut déjà réussir à combler le budget de N-1 que tu n'as pas su combler et ajouter 343 milliards. Or, les services, aujourd'hui, ne sont pas mobilisés à faire ces ressources-là, en raison des mauvaises pratiques administratives, du népotisme, du clientélisme politique. Et voilà le résultat auquel on est malheureusement arrivé aujourd'hui. En tout cas, Maître Abdoulaye. Mais c'est normal aussi, parce que chacun avec sa spécialité. Je suis persuadé qu'il y a un domaine dans lequel il excelle parce qu'il a peut-être une expérience, une formation. Mais l'humilité devrait l'inviter pour les questions sur lesquelles il ne sait rien, qu'il s'abstienne de parler. Parce que le danger, c'est que ce sera enregistré. Au moment où on va rediffuser, des personnes te regarderont et ils n'auront plus aucun respect pour toi.
Donc faites attention, monsieur, ça c'est un conseil. On ne se connaît pas, je ne vous permets pas de me tutoyer. Non, et si vous connaissez les finances, monsieur, je vous tutoie. Vous ne parlerez pas du CFA. Oui, laissez-le terminer, allez-y. Je vais lui donner 2 exemples. C'est par rapport aux ponctions. Le gouvernement, permettez-moi l'expression en Wolof, ne fait pas du madjal. C'est-à-dire il ne tend pas sa sébile pour dire aux citoyens, veuillez bien. L'impôt, c'est des prérogatives régaliennes. C'est l'Assemblée nationale qui accepte qu'on va prélever et il l'accepte au nom du peuple. C'est pour ça que chaque année, il y a ce qu'on appelle les autorisations par rapport à la loi des finances. Voilà le nombre de milliards dont on a besoin pour les dépenses d'investissement et de fonctionnement. Et voilà comment on va les chercher. Voilà ce qui sera impôt, etc. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tout ce qui n'a pas été prévu pour être prélevé ne doit pas être enlevé. C'est pour ça que le gouvernement a reconnu le forfait de la ponction et s'est engagé à rendre le montant. Mais il a eu le don, le gouvernement, d'amener les syndicats à faire un débrayage lundi. Je n'invente rien, d'enseignants. Et les autres syndicats vont suivre parce qu'il est hors de question qu'on en arrive à un état où on devrait jouer avec la poche du pauvre Gorgoro en lui volant, sans lui demander son avis. C'est pas comme ça que ça se passe. La deuxième chose, c'est par rapport à l'Assemblée nationale. Moi, je suis inspecteur des impôts, je sais de quoi je parle. L'impôt qui est prélevé sur un salaire, si vous n'avez qu'un salaire, on ne vous demande pas de déclarer. D'autant plus que ce qu'on est en train de combattre, c'est l'injustice même qui est induite par une loi que les députés avaient votée. Et cette loi-là, elle a disparu avec une nouvelle loi de 2012. C'est ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas demander à un citoyen, ça c'est irresponsable aussi de la part du ministre de l'économie et des finances de dire, si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment payé, allez-vous seul déclarer, le reste des députés ne doivent rien. C'est pour ça que je le dis que si vous ne comprenez pas les finances publiques, parlez de ce dont vous connaissez, de ce que vous maîtrisez. La dette, on ne peut pas comparer. Quand Abdoulaye Wade quittait, on était à un niveau d'endettement de 34%, 46% max. Aujourd'hui, on est à 61 poussières pour cent. On ne peut pas comparer ces deux niveaux d'endettement-là. Et je suis désolé, ce que je dis tout le temps. Nous, il y a des choses sur lesquelles on alerte parce que c'est des choses qui nous amènent directement vers le gouffre. Si on part par exemple des mauvaises pratiques administratives, quand vous dites que vous avez réalisé un taux de croissance inédit au Sénégal, que le pays va bien, mais pourquoi diantre vous êtes obligé de passer par des lettres de garantie, de déraper sur les ressources extérieures, de les maquiller, de passer par des autorisations de signature qui ne sont pas des mesures normales pour exécuter le budget, de ponctionner le salaire. Et moi, je vous dis que j'ai vu un document dans lequel le gouvernement dit que même par rapport à certains primes qui font partie de la rémunération des agents, c'est normal quand vous arrivez, c'est le gouvernement qui dit voilà comment je vous paye selon vos statuts, votre grade, votre ancienneté. Et vous travaillez en contrepartie de ce paiement-là. La fin du mois, on doit donner ça. Le gouvernement a écrit pour dire qu'ils ne vont pas payer certaines primes. Et ils ont dit qu'ils vont éponger ces primes. Ils vont payer le reliquat après la clôture de l'exercice 2017. Ça signifie quoi? Qu'ils sont en train de faire du colmatage budgétaire pour pouvoir écouler l'année. Et le président Ousmane Sonko l'a dit la dernière fois, qu'ils seront obligés, à la fin du mois de décembre, ils doivent clôturer l'exercice budgétaire 2017. Ils seront obligés de dire qu'ils ont clôturé, d'encaisser jusqu'à 15 jours, une semaine après, des recettes de 2018 pour dire que c'est des recettes du budget de 2017. Dans une tenue budgétaire orthodoxe, on ne fait pas ça. C'est pour ça que quand certaines personnes vont payer des revues pour qu'on leur flanque du titre du meilleur ministre de l'économie et des finances, j'ai entendu la dernière fois un député dire au ministre de l'économie du sport que c'est vous qui avez qualifié le Sénégal. On est dans la laudation qui n'honore pas la fonction du député. Et aujourd'hui, franchement, c'est du jamais vu auquel on assiste au Sénégal. Voilà, merci. On va avancer. Malheureusement, on ne comprend pas italien. Mais alors, Bassirou, apparemment, toute l'opposition a brillé hier par son absence à l'inauguration. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont été invités? Moi, je pense qu'ils ont voulu convoyer leurs militants. Ils ont réussi le pari de la mobilisation. C'était l'essentiel pour eux. C'est sûr que l'opposition n'était pas invitée. Vous n'étiez pas invité? Nous, on n'a pas reçu d'invitation.
Par contre, un aéroport, comme on l'a, c'est une bonne chose. Il n'est juste pas arrivé forcément en son temps. C'est toujours ce qu'on dit, c'est par rapport à l'ordre de priorité. L'aéroport, continuité de l'État, quand on l'évoque, c'est parce qu'il y a quelque chose à inaugurer. Mais le président Macky Sall, dès qu'il est arrivé, la première mesure qu'il a prise en tant que président de la République, c'est de supprimer la taxe sur les appels entrants. Vous vous rappelez de Global Voice? Non seulement c'était budgétisé à 50 milliards qu'on a perdu, mais il a indemnisé Global Voice à 17 milliards. Ça fait 67 milliards qui ont été perdus. Pour enfin aller en France et se rendre compte, en disant aux opérateurs de télécom, il faut encore qu'on taxe. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle le prélèvement spécial sur le secteur des télécommunications a été institué en 2015 plutôt. Donc, on veut bien que ce soit la continuité de l'État. Moi, la seule chose que j'ai, c'est dans le timing. Moi, je pense qu'on a des priorités quand même, qui n'étaient pas forcément des priorités aéroportuaires. Aujourd'hui, si on est obligé d'aller faire un TER qui doit aller jusqu'à AIBD, c'est parce qu'il y a cet aéroport-là. Donc, c'est des coûts qui sont induits. Et si on est obligé de cacher le prix du TER, c'est parce qu'il y a quelque chose où ça ne tourne pas rond. Ça ne bloque pas par rapport au choix qui a été fait. Vous voulez dire que l'aéroport va induire encore des dépenses onéreuses pour le Sénégal? Mais il en induit forcément. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sera obligé de faire? On sera obligé. J'ai un ami qui est revenu de la France hier. Il a dit qu'il y a eu beaucoup de quoi parce que je ne comprends pas la précipitation avec laquelle on a voulu inaugurer. Et en passant, les militants de l'APR ont voulu quand même attribuer la paternité de l'aéroport au président Macky Sall. Heureusement que les vidéos sont là dans lesquelles l'actuel président parlait même en disant qu'il y a le projet de l'aéroport, il y a le quai ferroviaire qui doit aller jusqu'en Casamance en citant des projets sous Abdoulaye Wade, en disant à l'opposition aujourd'hui socialiste qui disait que c'était des éléphants blancs qui sont aujourd'hui allés à l'inauguration pour voir que au moins s'il y avait une vision qui était là. Franchement, de ce point de vue-là, on ne peut pas réécrire l'histoire. C'est un projet d'Abdoulaye Wade. Ce qui était dans la tête de Diouf, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est ce qu'il y a dans les archives. Et de ce point de vue-là, on aura beau dire que c'était dans la tête de quelqu'un. Moi, ce qui était dans la tête de quelqu'un qui n'en est pas sorti. Voilà, qui ne l'a pas fait. Alors justement, Émile Ndiaye, merci à Émile Ndiaye, il est de la délégation des Sénégalais de l'extérieur vivant en Italie, membre donc de l'APR. Merci à l'équipe technique, cher Tidiane Diop. Merci à Oustaz Hassan pour la réalisation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Passez un excellent week-end avec les programmes de Walf TV. Merci, cher ami. Merci.